La première usine de production d'alumine en Afrique redémarre officiellement. Cette relance permettra à l'usine une production de 650 tonnes par an. C'est le chef de l'État qui a procédé au lancement des activités de l'usine Frigia. Et puis environnement, le gouvernement et ses partenaires expérimentent le biodigester. L'opération se déroule à Bofa. Elle vise à lutter contre la coupe abusive du bois. Enfin, s'en est allé pour toujours. Abdoulaye Ba, journaliste à Guinée News, a reçu ce matin un vibrant hommage, des moments pathétiques et une disparition qui laisse un grand vide dans la famille de la presse guinéenne. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette édition. 6 ans après sa fermeture, la première usine de production d'alumine en Afrique a été relancée hier à Fria par le chef de l'État. Cette relance permettra à l'usine Frigia d'avoir une production annuelle de 650 tonnes d'alumine. Des précisions avec Ribama Keita. 6 ans après sa fermeture, la première usine de production d'alumine en terre africaine, Frigia, renaît de ses cendres, a rappelé que c'est le 5 février 1958 qu'une convention a été signée, aboutissant à la construction de cette usine, malheureusement fermée en avril 2012 suite à une crise syndicale. C'est grâce à l'implication personnelle des présidents russes et guinéens que cette relance est aujourd'hui une réalité et les partenaires de Roussal ont accepté de mettre la main à la poche pour moderniser l'usine tout en garantissant l'emploi aux Guinéens. C'est pourquoi ici, la joie des populations et leur reconnaissance étaient sans limite, d'où cette mobilisation. Revenu au préfet de Fria de traduire la reconnaissance d'une population fatiguée de 6 ans d'inactivité. Après 6 ans d'arrêt avec toutes les conséquences qui en ont découlé, voilà que l'usine d'alumine de Frigia renaît de ses cendres. C'est donc l'occasion solennelle de rendre grâce à Dieu, le Tout-Puissant et très miséricordieux. C'est aussi le moment et le lieu privilégié de reconnaître et de saluer votre implication personnelle, Excellence Monsieur le Président de la République, pour la mise en place d'une plateforme de négociation qui a abouti à cette reprise effective des travaux de l'usine. Soyez-en vivement remerciés. Juste après cette cérémonie de relance officielle, le chef de l'État s'est rendu à l'usine Frigia. Ici, le professeur Alpha Condé a eu un entretien serré avec les partenaires et les travailleurs de l'usine. Un entretien au cours duquel l'accent a été mis sur le respect du terme de contrat par chaque partie. Le chef de l'État a surtout insisté sur le contenu local et le respect de l'environnement. C'est ici, dans l'enceinte de l'usine, que le président de la République, le professeur Alpha Condé, a procédé au lancement des activités de l'usine. Une joie pour les partenaires russes. L'événement d'aujourd'hui, c'est le résultat du travail colossal effectué par la société Roussal en dernières 2 années. L'usine de Frigia, pratiquement chaque unité d'équipement a été complètement démontée, réparée et puis remontée. Plus de 25% d'équipement a été nouvellement racheté et remplacé.
Ce sont 1200 Guinéens et 60 experts russes qui travaillent sur la réhabilitation de la première tranche de l'usine. Dans cette logique, l'ambassadeur de la Russie en Guinée s'est dit réconforté par la relance de cette usine. Un moment historique. Nous sommes en train de participer à la renaissance de Phrygia, qui va nous donner la possibilité de commencer une nouvelle vie à la ville Phrygia. Phrygia et Phrygia sont liés à jamais. C'est le bonheur et le bien-être de Phrygia qui dépend de Phrygia. Derrière ce projet, on a la société Rusal qui a tout fait pour faire renaître cette usine et qui va faire tout son possible pour que Phrygia marche d'une manière extraordinaire et devienne rentable. Avec cette relance, l'usine de Phrygia aura une capacité de production de 650 000 tonnes par an d'alumine. Après avoir rendu hommage au chef de l'État, le ministre des Mines a mis l'accent sur les conséquences de la fermeture de l'usine de Phrygia. Au-delà de la célébration légitime de la relance de l'usine de Phrygia, nous devons tirer deux principales leçons de l'histoire de cette usine et de la ville de Phrygia. Premièrement, aucune exploitation minière ou industrielle ne peut résister au cercle vicieux de demandes abusives et d'actions violentes qui l'empêchent de fonctionner normalement sur la durée. Deuxièmement, la politique de diversification économique portée par le président de la République et mise en œuvre par son gouvernement est une nécessité pour la Guinée, en particulier pour toutes les localités dépendant fortement d'une activité minière ou industrielle. Phrygia en a fait les frais. Nous devons veiller à ce que Phrygia ne doive plus sa survie à l'usine, à ce que l'économie guinéenne ne repose pas que sur les mines, même si ce secteur doit contribuer au développement des autres secteurs de notre économie. Le président de la République, le professeur Alpha Condé, ici comme ailleurs, a demandé aux sociétés minières du pays de respecter le code minier guinéen avec à la clé le contenu local. Nous sommes très heureux d'être là aujourd'hui pour la relance de l'usine. Mais je vais vous dire au travers du Phrygia ce que j'ai dit au meeting tout à l'heure. Lorsque vous avez une poule qui pond des œufs d'or, l'homme intelligent s'occupe de la poule pour qu'elle continue à pondre des œufs d'or. L'idiot va ouvrir le ventre de la poule en pensant qu'il y a des œufs d'or dedans et il n'y a plus de poule ni des œufs. Voilà ce que vous avez fait ici il y a 6 ans. Et moi et les centrales syndicales, nous avons dit au syndicat de Phrygia, vous n'avez pas raison. Si vous maintenez vos éducations, Rusal va fermer. Ils n'ont pas voulu nous écouter. Et voilà où on était arrivé. J'ai été très clair hier à Kamsar comme ce matin. Nous allons faire une table ronde bientôt à Conakry pour que toutes les entreprises minières présentes en Guinée respectent le code minier et le contenu local. Ça veut dire l'emploi des Guinéens pour tous les postes qui ne nécessitent pas une spécialisation particulière, notamment la direction des ressources humaines, le contenu local, ça veut dire construire des écoles, des dispensaires, etc., et utiliser la sous-traitance locale. Mais nous disons aux travailleurs et aux populations que nous ne voulons plus de pagaille. Nous n'assentons plus des revendications intempestives qui ne correspondent pas à la réalité. Et j'ai prévenu que nous allons renforcer l'effort de l'ordre. Nous n'assentons plus que quelques petits imbéciles pour que la Guinée n'avance pas, se mettent à enlever les rails ou à empêcher les entreprises de travailler. Nous avons pris l'engagement que nous allons accompagner les miniers pour qu'ils puissent travailler dans la paix et la tranquillité en totale communion avec les populations. Nous avons dit aussi aux populations
Que lorsque les revendications justes, elles doivent s'adresser au gouvernement. Il y a un gouvernement, il y a le ministre des Mines, ils doivent s'adresser au ministre des Mines, et le gouvernement voit et trouve une solution avec les entreprises minières. Je pense que ce qui s'est passé ici en 2012 doit être une leçon pour tout le monde. N'acceptez plus que quelques petits irresponsables, j'ai dit syndicalistes, pour leurs intérêts personnels, vont mettre en cause les intérêts non seulement des travailleurs, mais de toute une communauté. J'espère donc que les activités de l'usine qui ont repris vont davantage se développer et que Rusal emploiera de plus en plus de travailleurs guinéens. Car il est important aussi qu'il y ait le transfert de technologie. Les Guinéens ne doivent pas être seulement des ouvriers, ils doivent aussi maîtriser toute la technologie de la production de l'alumine pour que demain, ils puissent diriger eux-mêmes des usines d'alumine. Car s'il n'y a pas de transfert de technologie, nous demanderons toujours de l'étranger. Il est extrêmement important donc que pendant que nos amis sont là, qu'ils apprennent aux Guinéens à maîtriser toute la technologie afin que demain, les Guinéens puissent être des véritables dirigeants des usines d'alumine. Et c'est pareil pour toutes les entreprises en Guinée. Nous exigeons le transfert de technologie. Mais aussi le respect de l'environnement. Car nous ne voulons pas que notre pays soit victime de pollution. En Afrique, nous sommes les moins pollués et nous sommes les plus pollués. Le changement climatique amène aujourd'hui, très souvent, des conséquences graves sur nos populations. Nous voulons donc que les miniers respectent l'environnement. Ensuite, si les mines sont importantes, que nous apportent des moyens pour faire de l'énergie, les routes, les infrastructures, la force de la Guinée, c'est l'agriculture, l'agro-industrie. C'est pourquoi nous avons dit à tous les sociétés minières d'accompagner les populations dans l'agriculture. C'est-à-dire les femmes dans l'agriculture maraîchère et aussi les autres pour le riz. Donc nous allons faire une table ronde avec tous les miniers à Conakry pour nous mettre d'accord sur tout cela. Car comme j'ai dit aux miniers, la Guinée a 6 millions d'hectares de terres fertiles, mais ils cultivent à peine 25%. Ils ont des bulldozers, ils doivent nous aider donc les paysans à défricher de plus en plus pour que les paysans aient plus de surface pour cultiver. Mais si vous cultivez, vous ne pouvez pas envoyer vos marchandises au marché, les paysans vont se décourager. Les miniers doivent nous accompagner ici pour faire les pistes rurales. Voilà donc ce que nous allons demander à toutes les sociétés minières. Nous demandons aussi aux ouvriers de faire confiance au gouvernement. Nous exigerons l'application correcte du code minier. Vous avez vu hier, ce n'est pas le cas de Rusal puisque c'est le train. Nous avons été très clairs. Toute la bauxite ou autre transportée par camion, ces camions doivent être aux mains des Guinéens. Car c'est ça le contenu local. Et ça, nous l'imposerons de façon stricte à tous les miniers. Alors j'espère que les travailleurs du FRIA ont tiré les leçons. Vous avez mis les populations du FRIA en difficulté. Les femmes, les hommes n'avaient plus de travail. Ils étaient chauffeurs et les femmes étaient abandonnées. Alors faites en sorte que l'usine ne marche pas seulement pour vous, mais que l'usine soit aussi utile à la population du FRIA. Voilà ce que je peux vous dire. Vous pouvez compter sur le gouvernement pour défendre toujours les intérêts des travailleurs, mais les intérêts sur les revendications justes, pas les revendications fantaisistes. Car si l'usine ferme de nouveau, alors je ne ferai plus aucun effort pour que l'usine soit ouverte. Alors mes chers les travailleurs, à bon entendeur. De l'usine, le cortège présidentiel s'est dirigé vers la grande mosquée de Fria, où les imams, sous la conduite de l'érudit, ont lu plusieurs fois le Saint-Coran et prié pour la paix et la quiétude sociale. na ha toro sisira babe kuru na hamura fama ayandi agadinya nam a fefe to fria na ha toro fefe raba fria na ha toro a ha fa fe be fam a sisi to be na ha toro dundroti mo bara ma handi a hadiya mangi khafira mangi na khasu kandire bir mo vote khabe ala na su kandire nam ala su kandire a ha ta ko mangi fa na ala nan naki mangi na ha ta ko simulema nana fala makka bokhi manga tagu ala nanna sina kanna tagu ala la simuna tuma ala kha tagu simulema abu furama sisema tuma nam afa fi khorko nan kudu wati bara khorko bara sto
Banapui, Yandi, monsieur le professeur, personne ne peut pas déplacer une montagne. Mais Fria, il va Fria Mali, a donc réformé Rambi Lorondi. Donc réformé Rambi. Il va faire là-bas, Rio là, Narabama. Bin Moutin à la Nanting. Hale Bin Mantundi, professeur, ni tourné Maka, à la Mantimani. Baby ban à la descente. Bɛɛ ma sɔn alabara sɔn bɛɛ b'i ban fana mali masa di sɔn mbɛn k'i da masara kan ma mangɛ na hayda mangɛya hakili ma ne tan bara ti ban bara alaba kandi wali ya barakara alla ma furi fi ma mu bara ala ha mangɛya ma kandi ina wayen dede dune dede en tant que président de l'Union africaine professeur ina wayen dede wayen ku ala ha baraka maram marge ma kandi yifi fi sa fote ye ala khitiara maram marge ma kandi yukoy nu ya tagi ina to marge na miringi ala halu tagi fatiha ko mere ina nyira ma ko de namma fatiha ala khima kanta ina gurbo ko ala khima kanta yi umra na xamna baxi e ala khali ala khanya man ne kanta ala gina dire khade khuru day ne di khuru mar ala ma kandi yi wax la yin xam ko ba bari bura la ni ala hawul lan fikirin ma yi wax ne bari ya khasbati la gine inna nan fala ala be makka ala baratin nama ala khanar sabati mu bar ala khama ngama khandi yi baramini iska ma dena khay mi yomi khani fina mi yomi khani fi mi fam mi khani ma ala ne khani ma ala khira sona mbara marge ma khandi yi bari buri na bara bele ala khandi ni ma mbara ala khama ngama khandi fasiku kamara abara lu yi khadi yi fukura firiya furi na khay en toro fasiku kamara afa khay en toro yi baba nan fa khay yi khani tay nan fa khay yi bara khani makka isara suwar yanna yi mi khani makka anaka safa makka kira ko ma usa ko yi bara su makka e bara fasiku rasu makka ariyanna firiya furi na khay afa en wali en toro fasiku kamara fa khay ma. Le président de la République, le professeur Alpha Condé, quitte Fria, laissant derrière lui une population reconnaissante et une usine qui tournera désormais à la satisfaction générale de toutes les parties concernées. L'usine Frigia qui redémarre aura une capacité initiale de production de plus de 650 000 tonnes par an. Elle était attendue par toute une ville, même au-delà. La relance de l'usine Frigia permet à plusieurs citoyens de trouver le chemin du travail. Après des années de repos forcé, notre équipe de reportage est allée à la rencontre d'un ancien employé qui retrouve ainsi son boulot. Images et témoignages, Mamadou Alpha Baldi. Une matinée pas comme les autres pour Aboubakar Kamara. Aujourd'hui, chaussures de sécurité, uniforme de travail, Aboubakar se prépare à rallier l'usine Frigia. L'attente a été longue et périlleuse pour cet habitant du quartier 4-3 et sa famille. Les quelques 5 ans de chômage ont été difficiles. Pour tenir, il a dû faire preuve d'imagination et de débrouillardise. Là, avec ma famille, on s'est un peu nourri, mais quand même, il n'y a pas d'argent. Mais on est là, on travaille petit à petit au champ. L'arrivée de monsieur le président de la République de Guinée pour faire ouverture de l'usine, là, vraiment, ça c'est une bonne chose. Nous sommes en fin de matinée, il est temps de partir. Aboubakar prend service à 14h, puis il arrive à l'usine qui lui a tant manqué. Tourné vers l'avenir, ce technicien de surface reste optimiste. Et je suis venu reprendre le service à 14h, mais vraiment aujourd'hui il y a un mouvement à Fria, un mouvement central très dur. Vraiment c'est très important pour le RISAL de Fria. Toute la population de Fria, la femme, les jeunes, toute la population de Fria sont contents, très contents aujourd'hui parce que le président de la République a été déplacé pour ça. Pour cette phase de reprise, environ 1200 Guinéens retrouvent le chemin du travail. Comme Aboubakar, tous espèrent des lendemains meilleurs entre leur ville et l'usine. Dans le reste de l'actualité, le Premier ministre a reçu en audience les partis politiques alliés à la mouvance présidentielle. Les entretiens ont porté essentiellement sur les actions à mener pour rendre plus efficace le service public en Guinée. Hadi Kamara, Kabassouma, Ousmane Kobele Keita. Ce sont les partis politiques alliés à la mouvance présidentielle. Ils sont venus chez le Premier ministre Dr Ibrahima Kassori Fofana pour discuter des voies et moyens permettant au gouvernement d'atteindre ses objectifs de développement. Il était question d'un premier contact afin d'un diagnostic pour qu'une thérapeutique efficace soit instaurée afin que la mouvance puisse se qualifier davantage et
par ces stratégies, ces objectifs, que les activités qui doivent découler soient identifiées convenablement et les moyens pour l'exécution de ces activités soient trouvés pour que le bilan soit 2 fois ou 3 fois supérieur à celui du premier mandat du premier magistrat de la nation, le professeur Alpha Condé. Dans la même veine, une autre alliance baptisée COPAM, Coordination des partis alliés à la mouvance, est intervenue. Elle a émis le souhait de voir le gouvernement Kassory mettre en place des structures et institutions capables d'imprimer notre inspiration commune au bonheur. C'est pour dire que la COPAM ne va pas aménager aucun effort pour accompagner M. le Premier ministre. Et le président de la République, le professeur Alpha Condé, peut compter sur ses partis alliés. Le Premier ministre Dr Ibrahima Kassory Fofana n'a pas manqué d'éloges à l'endroit des partis alliés qui soutiennent indéfectiblement les actions du président de la République, professeur Alpha Condé. Le président de la République est reconnaissant pour le soutien constant que ces différents partis lui ont apporté, d'abord pour accéder à la magistrature, ensuite pour gérer avec beaucoup de bonheur son premier mandat et ensuite pour conquérir, pour avoir été plébiscité. Il est reconnaissant à ces partis pour l'appui que les uns et les autres lui ont apporté. Il m'a demandé de garder le contact avec ces partis, de faire autant que faire se pourrait que ces partis conservent leur position, leur statut au sein de l'Alliance Arc-en-Ciel. L'Alliance Arc-en-Ciel qui est le parti Arc-en-Ciel plus les alliés. Il voudrait vous rassurer et les directives qu'il a données et à son Premier ministre et à son parti, dont je suis membre, cette directive, c'est d'entretenir ces relations de partenariat actif avec les uns et avec les autres. Avant de lever la séance, Dr Ibrahima Kassory Fofana a demandé humblement aux partis alliés de faire un mémo qui va tenir compte de toutes les préoccupations de la vie de la nation. Lancement ce mercredi à Conakry des travaux du Forum national des États généraux des droits de l'homme. Plus de 150 participants prennent part à ce forum qui va permettre d'élaborer une politique nationale des droits humains en Guinée. Les enjeux de ce forum, c'est avec Thierno Ousmane Diallo. Le processus a été entamé en 2014 pour doter la Guinée de sa première lettre de politique nationale de promotion et de protection des droits de l'homme. Ce forum est une étape importante vers l'élaboration de ce document stratégique qui va concourir à améliorer la situation des droits de l'homme en Guinée. L'État a en fait une question de développement pour renforcer la stabilité sociale, lutter contre l'injustice et favoriser les investissements. La question des droits de l'homme n'est pas une question théorique. Elle est au cœur de la vie de chacun de nous en Guinée. Elle doit être au cœur de la politique du gouvernement, de l'État, qui a d'abord pour mission sacrée de servir les Guinéens. Les valeurs et les principes que véhiculent les droits de l'homme sont indispensables à une vie sociale et politique harmonieuse et paisible. Croire fermement en l'égalité de tous les hommes et de toutes les femmes, en la justice, en la liberté, fait de chacun de nous des acteurs, mais aussi des jouisseurs de la paix et de la quiétude sociale. Il est important que dans notre pays, chacun assume le rôle qui lui est assigné. Le petit citoyen dans son coin, pour le respect des lois, pour le respect du prochain, à l'État dans toute son entité. Avant d'aboutir à ce forum de 72 heures, des équipes ont fait le tour de la Guinée pour faire la cartographie des violations des droits de l'homme et sensibiliser sur la question lors de consultations avant l'élaboration d'un rapport diagnostic. Un travail méthodique soutenu par les partenaires au développement. Chaque action envisagée dans le cadre de l'engagement technique et financier de l'Union européenne aux côtés de la Guinée vise le respect des droits de l'homme. Une importante
carton partie des fonds de développement européens vise la consolidation de l'état de droit et la promotion d'une administration efficace au service des citoyens et du développement. L'engagement continue avec les organes de traité, à travers la soumission des rapports initiaux et périodiques pendant, la mise en œuvre des recommandations restantes de ces organes et celles émises par l'examen périodique universel, y compris l'adoption de projets de loi en latence relatifs à la promotion et à la promotion des droits de l'homme, vaudront très certainement à la Guinée ces lettres de noblesse. La lettre de politique nationale qui va être tirée de ce forum inédit sera un programme quinquennal censé orienter l'ensemble des acteurs impliqués dans les questions de promotion et de protection des droits de l'homme en Guinée. Deuxième journée ce jeudi de l'examen d'entrée en 7e année à Conakry. Certains candidats sont malvoyants, mais ils se montrent déterminés à décrocher cet examen. Notre reporter Mohamed De Camara nous fait une immersion dans le centre d'examen de l'école primaire de Ratoma Kolimodou. Ces 4 candidats sont malvoyants. Tous viennent du centre Sogué. Ce matin encore, ils arpentent les rues de Ratoma pour se rendre à leur centre d'examen. Ils font partie des 442 candidats accueillis dans ce centre pendant ces 3 jours d'évaluation. À cette deuxième journée d'évaluation, Moussa Traoré et ses camarades affrontent les épreuves de dictée et questions, sciences d'observation et l'instruction civique. Mais rien n'ébranle la confiance de ces candidats. Les amis, élèves et les maisons. Nous avons préparé les examens dans un bon état d'esprit et nous avons l'espoir que nous allons décrocher l'examen. Nous avons cet espoir-là que nous allons décrocher l'examen. Nos 4 candidats sont évalués dans une salle spéciale. Le contenu des épreuves est le même pour les autres, mais les sujets sont transcrits en écriture en braille. Quand nous partons au centre, nous envoyons quelqu'un pour transcrire. Chaque fois que le sujet vient, on envoie le sujet, on partage le sujet dans ces salles de classe. Maintenant, le sujet qu'on donne à nos transcripteurs, il vient, nous avons une machine au centre là-bas, nous avons des papiers. Il vient, il transcrit. Après avoir fini de transcrire en braille, il distribue aux enfants, il partage aux enfants. Donc après, les enfants font faire les traités, ils traitent les sujets. Nous avons 4 candidats malvoyants et on a dépêché un maître qui doit les suivre et pour le moment on n'a pas de difficulté avec eux, ça se passe très bien et je pense qu'eux-mêmes ils n'ont pas de difficulté par rapport à ça. Des ONG de défense des droits des personnes vivant avec des handicaps sont attentives à la participation des malvoyants à l'examen. Elles leur apportent souvent des appuis en matériel didactique. Nous participons à l'encadrement et à la recherche du parrainage pour appuyer ces jeunes enfants. En République de Guinée, qu'il n'y a que ces 4 candidats non-voyants. Le taux de scolarisation est très minime par rapport au nombre de personnes déficientes visuelles qui se trouvent dans la rue en train de pratiquer la mendicité. Ils utilisent du papier spécial qu'on appelle le papier braille. Le paquet est à 360 000. Ça, c'est pas donné à n'importe quel parent d'élève d'acheter ça pour son enfant. Cette année, 52 élèves, dont 15 filles, sont encadrés au centre Sogué des aveugles et malvoyants. À travers les candidats à l'entrée en 7e, le centre évalue la qualité de sa formation spécialisée et adaptée aux personnes vivant avec des handicaps visuels. Dans l'actualité également, la ville de l'Abbé s'apprête à accueillir les 23 et 24 juin les journées de l'élevage, un secteur porteur de croissance confronté aux difficultés liées notamment aux conflits entre agriculteurs et éleveurs, des conflits résolus de façon durable dans le village de Wamounou, une étonnante cohabitation pacifique obtenue grâce à des mesures très pratiques. Mohamed Chassila, Fodi Camara. Sur toute l'étendue du territoire national, les conflits entre agriculteurs et éleveurs sont récurrents. L'une des rares exceptions à cette règle générale est le village de Wamounou, un district
de la commune rurale de Kolaboui. Contrairement aux autres bassins de production, ici ces deux couches socio-professionnelles se donnent la main. En période de contre-saison, où la culture du riz est moins intense, le pâturage reprend ses droits. Une cohabitation pacifique qui fait le bonheur des éleveurs du village de Wamounou et environ. Avec ces agriculteurs, nous formons une famille. Nous renforçons notre cohabitation, comme ici à Wamounou, où nos bœufs bien encadrés broutent à côté des champs de riz. C'est la même entente aussi dans les villages de Kibola, Bokaria, Kamikolo, Eremankono et Kabitaya vers Kamsa. À la recherche de l'eau et des herbes fraîches, cet éleveur quadragénaire et sa famille quittent leur zone d'attache de Sangaredi. Leur itinéraire les conduit de façon saisonnière sur le littoral. Un itinéraire balisé par des principes à respecter scrupuleusement pour éviter les conflits. Il n'y a aucun conflit entre nous. C'est nous qui suivons les consignes des agriculteurs. Nous avons confectionné des enclos où nos bœufs sont attachés dès le crépuscule. Notre troupeau ne sort pas la nuit. Très tôt, nous sortons les animaux. Pour lutter contre les conflits entre agriculteurs et éleveurs, l'une des pistes de solution est la construction des forages pastoraux afin d'abreuver les animaux en saison sèche. Des puits aménagés d'une capacité de 3 à 5 000 têtes. Un dispositif de sécurité susceptible d'augmenter la productivité et réduire le taux de mortalité du bétail. À Bofa, les acteurs du projet biogaz expérimentent le biodigesteur domestique. Ils comptent créer un marché pour renforcer l'utilisation du biogaz dans la région. C'est une initiative du gouvernement en collaboration avec le PNUD et le Fonds mondial pour l'environnement. Abdoulaye Ninguelan de Diallo. Au milieu de ces arbres, des techniciens et maçons, ils s'activent pour sortir de la terre un biodigesteur. Une fois terminé, il devrait offrir de l'énergie et de l'engrais à partir de la bouse des vaches. Dans cette ferme bovine située à Kokobouni, dans la commune urbaine de Bofa, l'expérimentation va permettre la réduction de l'usage de gaz à effet de serre. Nous savons que s'il y a réchauffement climatique, c'est parce qu'il y a rejet de gaz à effet de serre. Les rejets de gaz à effet de serre devraient en fait être séquestrés par les ressources forestières. Les ressources forestières sont détruites, donc ces gaz ne sont pas séquestrés. Donc le projet concerne la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et on a constaté la problématique, c'est que ces émissions sont faites à 80% dans les ménages en milieu rural. C'est un digesteur avec un volume total de 35 mètres cubes. Dans le digesteur, la matière organique présente dans le bouse de vache sera transformée à le biogaz. Le biogaz, c'est un gaz qui contient le méthane, donc on peut utiliser comme gaz combustible. Cette première expérience du char va déboucher sur l'implantation de plus de 2000 biodigesteurs à travers le pays avec une production estimée à 100 000 mégatonnes de gaz. Déjà, une trentaine de techniciens guinéens s'approprient des techniques en vue de démultiplier l'expérience. Le biodigesteur là permet de ce méthane-là qui est produit dans la bouse de vache. Si c'est dans la nature comme ça va s'évaporer et ça contribue à l'effet de gaz. Maintenant, c'est ces bouses de vache qui sont concentrées, mises dans des biodigesteurs et brûlées en aérobie. C'est une production anaérobie qui donne le méthane et ce méthane-là est brûlé pour produire de l'énergie et de l'électricité. Et en même temps, il met en synergie 3 aspects importants: l'environnement, l'élevage, l'agriculture. En même temps, aussi l'allègement des tâches des femmes. Cette initiative concerne dans un premier temps les agro-éleveurs à cause de la matière première qui est la bouse des vaches.
C'est pourquoi l'organisation de la journée de l'éleveur à la baie est une opportunité à saisir pour les acteurs du projet en vue de présenter les avantages de l'utilisation des biodigesteurs. Un véritable défi pour la lutte contre la déforestation qui gagne du terrain en Guinée. Enfin, page noire, Abdoulaye Ba et Diamelou PDA pour les intimes. Journaliste à Guinée News s'en est allé pour toujours. En ce moment même, sa dépouille est en route pour rejoindre son Dinguiraye natal. Mais avant, un hommage national lui a été rendu au Palais du Peuple. C'était des instants pathétiques. Parents, amis, collaborateurs et membres du gouvernement reconnaissent le courage, la modestie et son franc sourire qui le définissent. Le film de la cérémonie avec Marie-Angélique Bangoura, Aboubakar Sidiki Souma. Abdoulaye Ba, l'homme aux éternels sourires qui rappelle la joie de vivre et la fraternité reconnue d'un confrère rappelé dans le royaume des cieux. Fauché à Matoto par des automobiles enragés, cette icône de la nouvelle génération de la presse guinéenne incarne désormais une mémoire silencieuse qui inspire. Dans l'épreuve de la douleur et de la compassion suscitée par sa disparition, la Guinée l'immortalise. Abdoulaye, je retiendrai de toi l'homme de confiance, l'homme de foi, mon confident et mon ami professionnel. Je n'avais quasiment pas de secret pour toi et c'était réciproque. Lorsque tu ne me conseillais pas sur tel propos, tu attirais mon attention sur tel acte. Mais lorsqu'il s'agissait de me traiter en homme politique qui avait failli, tu n'hésitais pas à trouver les mots pour le faire en toute objectivité. Je voudrais dire ici qu'Abdoulaye Ba a été un compagnon. Pendant toutes les campagnes électorales, il a été avec moi dans l'inconfort de nos routes, de nos logements et de nos nourritures. Mais Abdoulaye Ba a su toujours garder son sourire, sa candeur. Parce que Abdoulaye Ba est candeur. Il est innocence, presque naïveté portée par un fragile corps d'adulte. Sourire aux lèvres, rire à chaque battement de cils que la vie lui offrait. À 41 ans, Abdoulaye Ba s'était déjà forgé son propre caractère dans un monde qui se veut art et courage. Professionnalisme, humour, abnégation lui redonnaient le goût de la vie. Pour rappel, Abdoulaye fit ses premiers pas dans la presse en 2004 à l'Observateur, avant d'afficher son talent à Guinée News en 2011 et plus tard, il occupe le poste de chef de bureau adjoint. Il était aussi correspondant de l'agence de presse africaine et membre de l'ONG Dinguiraye Action. À travers ce périple, Abdoulaye Ba s'est très tôt entouré de la confiance de sa famille, de ses amis et de ses collaborateurs. Sur Facebook, il était suivi par plus de 12 000 personnes, aujourd'hui sévré de ses humours et boutades. Son professionnalisme dans la rédaction de ses articles de presse et de ses chroniques fiction manquera au lecteur. En ces moments pénibles, Guinée News présente ses condoléances les plus attristées à la famille biologique d'Abdoulaye Ba, à son épouse, à toute la presse nationale et à tout le peuple de Guinée. Abdoulaye, tu es irremplaçable. Depuis sa disparition le 17 juin 2018, sa famille est inconsolable. À travers ce symposium, des hommages ultimes et mérités lui sont rendus par des personnalités et amis de tous bords qui mesurent toute la douleur et la tristesse de sa famille. Je vois pourquoi il était si pressé, je vois pourquoi il était si actif, je vois pourquoi il avait un grand volume de travail, parce qu'il savait que la mort l'emporterait prématurément. Mais il tenait à faire ce que d'autres en 80 ans n'auraient pas pu faire. Il tenait à le faire
dans le court temps que Dieu lui a dédié sur cette terre. Nous perdons un ami, un grand ami qui était fier de sa promotion et qui ne manquait aucune occasion pour l'exprimer. Je n'ai pas étudié avec des tocards, je le cite. Eh bien, qu'il sache là où il est, que nous sommes également fiers de lui et que nous resterons fiers de lui tout au long de notre vie. Qu'il repose en paix. Fils du grand imam de la mosquée El Hadj Oumar Tall de Dinguiraye, Abdoulaye est issu de la lignée des Bodji, autre compagnon émérite du calife de la Tidjania. Abdoulaye a été une icône pour la Guinée.